Super, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux ton domaine? Alors bonjour Pascal, écoute, aujourd'hui je vais te présenter donc un crément d'Alsace, donc le crément d'Alsace K, 60% Pinot Auxerrois, 40% de Pinot Noir. Après ce crément, on va continuer par un Riesling, le Riesling millésime 2016. Et pour terminer, par un Pinot Noir barrique en 12 mois, millésime 2015. Alors commençons par le crément. Pas besoin du tire-bouchon alors? Pas tout de suite, hein. Alors, pour parler un petit peu de ce crément, donc c'est un crément qu'on a fait, qu'on a créé il y a 2 ans maintenant. C'est un crément qui va plus être un crément de gastronomie. On a voulu faire quelque chose de différent, qui se différencie. C'est pour ça qu'on a changé les cépages. On a fait donc 60% 60% Pinot Auxerrois, 40% Pinot Noir. Et on a voulu faire voilà un crément qui se marie pas seulement avec un apéritif ou bien un dessert par exemple, mais aussi avec un plat directement. Donc on a 2 créments différents et celui-là c'est vraiment le crément qui va être au devant de la scène. Hein. On le présente maintenant beaucoup sur ici au caveau, mais on va aussi beaucoup le présenter à l'export parce qu'on a envie de montrer en fait aux gens, aux personnes que en Alsace on sait faire du vin, on sait faire du bon crément et que c'est pas parce que c'est un crément d'Alsace qu'il est pas forcément excellent. Excellent. Donc voilà. Alors santé. Santé, son tight, ouais. Alors le cas de Karcher, ok, c'était vraiment uniquement pour mettre en avant le cas de Karcher ou il y avait encore une autre signification derrière? Pour tu veux parler de quoi? La signature. La signature. Alors le cas, donc on a voulu rester sur le cas parce que Karcher maintenant c'est devenu un peu une marque, ouais. Et on veut rester voilà sur cette marque-là et pas partir autre part. D'accord. On est resté sur ce cas, donc tu peux voir aussi à l'étiquette. Hein, c'est un donc on a voulu faire quelque chose d'assez sobre. Hein, on va être sur du noir mat. On aura un petit côté or sur dessus, quelque chose voilà qui est quand même assez, je vais pas dire luxueux, mais quelque chose d'assez beau, quoi, d'assez moderne. Mm. Voilà. Tu peux voir directement, que ce soit au nez ou à la bouche, que le vin est assez facile à boire et c'est aussi très fin en bouche. Les bulles sont vraiment très fines. On a voulu faire un vin vraiment qui se différencie. On voulait pas trop de bulles. On voulait pas que ce soit agressif, mais on voulait surtout ce côté très fin. C'est ça qu'on recherche au domaine Karcher, cette finesse. Donc tu vas avoir au nez ou à la bouche un côté très fruit blanc qu'on ressent très facilement. Les bulles sont là, elles sont peu présentes, mais elles sont présentes et c'est super d'avoir peu de bulles parce que ça permet de faciliter que ce soit la digestion ou bien de marier ça avec les plats, par exemple. Et là, vous êtes sur une production qui représente combien de pourcents chez vous, le crément? Oh, le crément, on est à peu près à 10-15%. D'accord. On va probablement augmenter. Après, ça va dépendre des différents marchés qu'on va trouver à l'export. Ça va être mon travail. Après, pour l'instant, voilà, on fait 15%, donc il y a du blanc. On en a 2, des blancs, et on a aussi un crément rosé. D'accord. Ouais. Voilà, 15%. Et le temps que vous laissez sur la hâte pour obtenir une bulle comme ça? Alors, on laisse ça 12 mois sur la hâte. On laisse ça 12 mois. Après, on dégorge selon nos besoins directement. Ouais. Alors ça c'est le premier millésime, donc nous on les a pas millésimés, mais c'est le millésime 2017. Le 2018 est sur latte en ce moment, donc pour l'instant on attend. Il faut attendre 12 mois de toute manière. Et après il sortira, mais on veut rester sur cette optique de vin très fin avec peu de bulles, quelque chose de très digeste. Ça c'est ce qu'on veut faire et on le fait goûter maintenant à beaucoup de clients, on le fait goûter à nos restaurateurs, on va le faire goûter à l'export maintenant et c'est vrai que nos retours déjà sont déjà très bons.
C'est-à-dire que les gens apprécient ces vins, des vins voilà avec pas trop de bulles, pas quelque chose, c'est pas de la badoie quoi, c'est pas ça qu'on recherche. Hein. Et ils apprécient beaucoup et c'est pour ça qu'on a envie de continuer sur cette optique quoi. Et le crément, ça fait longtemps que vous y êtes? Oh, le crément, oui, ça fait maintenant pas mal d'années, mais maintenant on se focalise beaucoup plus dessus. On a commencé, ouais, voilà, il y a 3-4 ans vraiment à se focaliser dessus sur le crément, parce qu'on sait que déjà c'est très bon, c'est un marché qui augmente toujours hein, d'année en année. C'est vraiment avec le crément, avec les vins blancs, c'est ce qui monte, et on a envie de continuer voilà sur cette optique, donc on continue avec le crément. D'accord. On continue aussi avec beaucoup de vin blanc et on fait un petit peu de vin rouge, mais vraiment très peu. C'est ce qu'on va découvrir à la fin. Exactement. Là, on sort de table, certes, mais tu l'accompagneras avec quoi, là? Parce que vin de fête, certes, mais c'est pas que ça, un crément. Non. De toute façon, le crément doit se boire à toutes les occasions. Tu bois ça avec les copains. Moi, j'imagine toujours, t'es par exemple t'es dans un parc avec les copains, il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent. Tu te sors une bouteille de crément de ta glacière, une bouteille comme ça, tu sors 3-4 verres, tu ouvres ça, c'est magnifique. Donc ça, voilà, si t'es avec les copains, si t'es un petit peu plus officiel, on va dire, dans un repas par exemple, bah, tu peux directement mettre ça donc en apéritif, avec une entrée froide, ça marche aussi très bien, avec une viande blanche, c'est excellent. Moi, j'ai même tendance à peut-être mettre ça directement. Moi, j'aime bien ça avec peut-être un magret de canard. Un magret de canard bien grillé sur le dessus. Tu mets un crément comme ça dessus. Moi, je trouve ça bon. C'est pas forcément dans les codes, mais c'est bien aussi de changer, de sortir des sentiers battus. Et j'avoue que ce crément-là, avec ce magret de canard, c'est excellent. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est les goûts de chacun aussi. Hein. Exactement. Ok. Tu peux le sentir aussi à la bouche. La mousse est vraiment très onctueuse, c'est très crémeux. C'est rigolo parce qu'on j'aurais presque un côté vanillé, ou alors c'est le fait d'être en extérieur comme ça, je sais pas, c'est bizarre comme... Non, c'est possible d'avoir ce côté un peu vanillé. Et puis là, on est dans une super ambiance, ouais, les fleurs et tout, ouais, c'est peut-être aussi un peu ça. Ouais. Et voilà, on se sent bien avec ce crément, tout simplement. Ah, j'espère que ça te plaît. Pas mal. Donc, si je peux aussi. Ah ouais. Bonjour. Eh ben, en avant. Alors, maintenant, on va continuer donc par le deuxième vin qui est un Riesling millésime 2016. Vous pouvez rentrer? Yeah, just. Alors, pour te parler un petit peu de ce Riesling aussi, alors déjà je vais te parler pourquoi on est encore en 2016. Alors il y a une raison à ça. Donc on est en 2019 maintenant, pourquoi on envoie encore du Riesling en 2016? Tout simplement parce que on préfère garder les Riesling 2-3 ans avant de les vendre. Parce que on n'aime pas trop les Riesling un peu trop agressifs, un peu trop jeunes. On préfère quand le Riesling se laisse vieillir un petit peu, devient un petit peu plus souple, plus élégant. Ça c'est ce qu'on aime, c'est pour ça. Tous nos Riesling, on attend à peu près 2-3 ans. L'étiquette, c'est celle qui est représentative de votre gamme? Alors pour vous, parce que la gamme, les étiquettes, je vois 3 étiquettes différentes. Alors ça c'était voulu hein, pour vous montrer en fait toutes les gammes qu'on a. Donc le crément K, donc ça c'est une gamme à part, hein, c'est le nouveau crément avec une nouvelle étiquette. Ici ce Riesling là, ça va être l'étiquette traditionnelle. Ça c'est l'étiquette pour toutes, on appelle ça nos incontournables. Hein, voilà, ça va être les Riesling traditionnels, les Gewürztraminer traditionnels, les Pinot Gris traditionnels, voilà. On a voulu reprendre la cathédrale de Colmar parce que pour vraiment montrer votre attachement à Colmar. Exactement, on est un des derniers viticulteurs de Colmar. On est dans la capitale des vins d'Alsace
Et au cœur de Colmar. Et au centre-ville de Colmar, on est dans la plus vieille ferme de Colmar encore en service. Au bout d'un moment, nous, on l'aime le montrer, on est fiers de ça. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu représenter ça. Après, on a représenté les deux blasons de Colmar, ici avec la massue de Bacchus, parce qu'il y a la légende qui dit que Bacchus était venu à Colmar et bon, l'histoire est un peu rigolote. Oui. Était venu à Colmar et a bu un petit peu beaucoup et a oublié sa massue quand il est reparti. C'est pour ça qu'elle est là sur Colmar, la petite histoire. Et voilà, donc pour parler un petit peu aussi de cet emblème, c'était l'emblème aussi qui était là depuis le début. On l'a un petit peu modernisé, mais depuis la création du domaine en 1956 par mon grand-père, on a voulu garder ça déjà en signe de reconnaissance par rapport à lui, parce qu'il a fait énormément de choses pour Colmar, il a fait énormément de choses pour le domaine, il l'a créé, donc on a voulu le garder. Voilà. Et la dernière gamme, nous on l'appelle la gamme signature. Donc la gamme signature, ça va être des étiquettes qui vont être un petit peu plus modernes, un petit peu plus recherchées, un petit peu plus travaillées. Le papier est plus joli avec des reliefs sur le Karcher. Donc la gamme signature, ça va être plus une gamme, je vais pas dire originale, mais un petit peu plus atypique. Prenons un exemple, en Alsace, le pinot noir élevé en barrique, bon, ça se fait de plus en plus, mais ça se faisait pas beaucoup avant. Donc on a voulu, voilà, marquer le coup, marquer qu'on était en barrique, voilà. Après on a d'autres, des Riesling un petit peu plus sucrés, des Gewürztraminer un petit peu plus sur le miel, des choses comme ça. Donc on a voulu faire une étiquette à part. D'accord. Comme ça, on a deux gammes différentes. La gamme traditionnelle, les incontournables, et la gamme un petit peu plus recherchée, travaillée, la gamme signature. Et donc à chaque fois avec une flûte traditionnelle verte et une autre fumée. C'est ça, Okay. C'est ça. On a voulu aussi vraiment se différencier, hein, que ce soit par l'étiquette et que ce soit aussi par la bouteille. Aussi, on a changé aussi nos bouchons. Donc à partir de 2017, là maintenant on était sur du bouchon en liège, donc celui-là. À partir de 2017, on va passer sur du diams. Donc ça va être des diams 5 hein, pour tous, parce que maintenant le liège c'est bien beau, mais bon avec les goûts de bouchon et tout, quand on exporte tout ça c'est pas forcément bien. On préfère jouer la sécurité quand même. Ouais, la sécurité avant tout, et puis après il y a pas de goût de bouchon, et puis c'est exactement pareil que le liège, hein, ça change absolument rien. Voilà. Okay. Donc on va déguster. Hein. Donc déjà on peut voir à la robe, ça va être une robe assez jaune, c'est jaune pâle avec quelques reflets verts. Un petit peu argenté sur le disque. Après on est vraiment sur un nez d'agrumes, sur un nez un petit peu fumé, je pourrais dire. Vraiment très agréable au nez, déjà une belle élégance. Et sur la bouche, on est sur quelque chose de bien sec, bien minéral, mais avec ce côté voilà un petit peu agréable, un petit peu élégant, un petit peu souple qu'on recherche, parce qu'on on laisse les Riesling vieillir tranquillement en bouteille pendant 2 ans. Donc c'est vrai que c'est souple, c'est assez salivant, ça donne envie d'en prendre un autre verre. Et ça, ce que je conseille beaucoup avec le Riesling, c'est évidemment le poisson, les fruits de mer. Une bonne dorade avec un Riesling bien minéral, c'est excellent. Après moi, comme je dis, les vins, ça doit pas toujours être mis dans des cases. Les vins, ça se déguste quand on veut, quand on en a envie. Moi, je suis un grand fan de Riesling. Moi, le Riesling, je le bois à l'apéritif sans problème, parce que j'adore ça, et tout le monde devrait faire comme ça. On devrait pas forcément mettre ça dans les cases, mais ça permet d'aider. Et ouais, à l'apéro, ça j'adore ça. Et ouais, poisson, fruits de mer. Peut-être sur si tu commences à aller sur des poissons en sauce, à la crème par exemple, ça c'est excellent aussi. Le fait d'être comme ça au centre-ville, être vigneron, ça doit pas être évident tous les jours, quand même. Non, c'est assez atypique, hein, parce que on est dans le centre-ville, on a juste une petite cour, et c'est ici que tout se passe. Hein. Tout se passe, ouais. Les caves, on a la plus vieille cave de Colmar encore en service, hein, qui date de 1602. T'as le caveau ici.
cave ici. Là, derrière, en dessous de la maison jaune, il y a la plus vieille cave de Colmar encore en service, qui date de 1602. Et donc, les pressoirs sont à l'extérieur? Ouais, on les sort, après on les fait passer et ils sont stationnés juste là, derrière. Et donc on a un pressoir, donc les remorques avec les bottiches arrivent directement dans la cour. Le galet. On les fait monter dans le pressoir, après on sort des cuves pour rafraîchir, enfin pour refroidir directement le vin, pour pas qu'il chauffe de trop. Tout à fait, ouais. Et après, ça part soit donc dans la cave, donc nous on l'appelle la cave de devant, qui est la vieille cave de Colmar, ou bien on a encore une autre cave derrière, qui est là, c'est plus une cave pour la vinification. D'accord. Donc voilà, tout se passe ici. On n'a pas forcément l'impression qu'il y a tout ça, mais en vérité, ouais, il y a une cave là-bas, une cave là-bas, et on a encore derrière une nouvelle cave qui peut accueillir jusqu'à 300 000 bouteilles. Donc c'est vraiment tout est à Colmar. D'accord. La salle d'emballage est ici. Là au-dessus, c'était une ancienne, enfin nous on appelle ça la grange, hein, c'est une ancienne, c'est l'ancien endroit en fait pour stocker le foin, parce qu'avant on faisait pas du vin, avant 1956 c'était pas de vin, et pour les cultures et pour les animaux. Donc, tout avant était stocké ici et on a tout gardé en état, parce que voilà, on est fiers de pouvoir représenter une cave familiale située dans le centre-ville. Et on est fiers de notre histoire, hein, tout simplement. Ouais, et en plus, on peut voir là, alors ça se verra pas trop à la caméra, mais enfin si, encore quand on voit la remorque là. Ouais. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'on voit même que vous avez les tracteurs ici, vous avez les machines, enfin tout. Ça. Je veux dire, vous avez même pas mis un hangar à l'extérieur pour être plus proche de vos vies. Pas encore. D'accord. Mais pour l'instant, ouais, tout est ici. On a un garage derrière avec toutes nos machines. Il y a les tracteurs. On a 2 gros tracteurs. Après, dans la grange que vous avez derrière, il y a encore des machines qui sont situées au-dessus. Enfin, il y a des machines partout. C'est fou. Ouais. Il y a des machines partout. Mais voilà, bon, c'est bien. C'est comment dire, c'est sympa à prendre. C'est au début, c'est compliqué, c'est sûr, parce que tu sais pas, c'est petit, tu sais pas trop forcément comment faire et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Au bout d'un moment, tu t'y habitues, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et puis nous, on est vraiment très contents de pouvoir travailler ici au centre-ville. Les voisins sont pas forcément super contents des fois, par exemple quand il y a des vendanges et que le pressoir tourne jusqu'à 2h du matin, là, ils sont un peu réticents. Mais ils comprennent très bien que c'est pas de notre faute et on fait... Et c'est pas toute l'année. Ouais, heureusement c'est pas toute l'année, hein. Donc... Et on fait super attention et puis voilà, les gens qui sont là, ils nous connaissent déjà depuis des dizaines d'années, donc ils savent comment on travaille, ils savent qu'on essaie de faire le moins de bruit possible et on est toujours très sympa avec les gens aux alentours. Allez, c'est bien. On essaye, hein, on essaye. T'es la combienième génération? Là maintenant on est la 3e génération. Donc mon grand-père, donc Robert Karcher, a créé le domaine en 1956, a été repris par mon papa Georges Karcher en 1991, donc qui a succédé. Après maintenant, donc j'ai un frère jumeau qui s'appelle Gilles, et avec mon frère jumeau on a comme envie de reprendre l'entreprise familiale à 2. Donc moi, donc Pierre dans le commerce et Gilles dans tout ce qui est production, vinification. Donc Gilles a repris l'entreprise là cette année en 2019 et moi pour l'instant je travaille tout simplement, je travaille sur l'entreprise et je reprendrai l'entreprise avec mon frère dans à peu près 2-3 ans. Et après on le temps de se faire les dents. Voilà, exactement. Le temps de bien travailler, le temps de trouver ses marques, tout simplement. Ouais. Et après de travailler ensemble et de voir si avec mon frère on arrivera à vraiment bien s'entendre. Pour l'instant il n'y a pas de problème, j'espère qu'il n'y en aura jamais, mais on n'est jamais sûr de rien. Et puis on voit pour l'instant ça se passe très bien, il arrive à bien gérer ses vinifications, dans les vignes ça se passe très bien. Moi je suis plus dans le commerce à l'export, donc moi j'essaye de plus, moi je vais aller vers l'étranger, donc essayer de vendre le vin que mon frère fait, et c'est vrai que c'est une véritable, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir de voir que qu'on arrive à, même si on est jeune, même si on n'a pas forcément même si on ne sait pas forcément comment faire exactement, on apprend sur le tas, en fur et à mesure, de vinification en vinification, de veste en veste, si jamais on s'en prend pour le commerce, c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Oui, c'est clair. Et puis voilà, et puis c'était vraiment aussi, c'est une véritable passion aussi de travailler en famille. C'est pas forcément facile tous les jours.
Mais après, tu te sens fier, hein, tu te sens fier d'avoir des parents qui te disent, ouais, bravo Pierre, tu as réussi, ou des choses comme ça. Pareil pour mon frère. C'est valorisant. C'est valorisant et ça donne envie d'en faire plus encore. Hein. Ça te plaît? Nickel. Magnifique. Ouais. Zoubida. Alors, donc maintenant, malheureusement, on arrive déjà au dernier vin. Malheureusement, hein, toute bonne chose ont une fin. Alors, on va terminer par un pinot noir élevé en baril 12 mois, millésime 2015. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça sent bon, ça. Merci. J'aime bien entendre ça. Ah oui. Alors, Pinot Noir Barrique. Le Pinot Noir Barrique, exactement, donc de la gamme signature, hein, comme on en a parlé avant. Donc pour parler un petit peu de ce vin, donc le Pinot Noir, on en fait très peu ici, hein, on fait à peu près 95% de blanc et crémant mélangé et seulement 5% de rouge. Ça représente combien de bouteilles à peu près? Pour donner un ordre d'idée, ça doit représenter entre 5 000 bouteilles. Ouais, d'accord. Sur les, je sais pas, on doit faire entre 55 et 65 000 bouteilles par an. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment très peu, mais c'est aussi, il y a une raison aussi de pourquoi on n'a pas forcément beaucoup de pinot noir. C'est aussi parce que l'Alsace est une région majoritairement blanc et que l'Alsace est, pour moi en tout cas, la région où les blancs se marient le mieux. C'est la région où on sait faire les meilleurs blancs du monde, mais n'empêche qu'on sait faire des rouges qui sont fabuleux. Alors pour parler un petit peu de ce vin, donc ça va être un pinot noir élevé en barrique 12 mois, un pinot noir qui va être assez ample, assez souple. On est quand même sur quelque chose avec beaucoup plus de corps hein, que les pinots noirs qu'on peut trouver classiquement en Alsace. Celui-là, voilà, aura cet aspect très fort, très puissant. Donc ça, c'est la puissance de la barrique hein, qui donne ça. Donc ouais, pour te donner un ordre d'idée, on a à peu près 6 barriques pour faire ce pinot noir. Hein. Donc c'est vraiment petit, ouais. C'est petit, ouais. Après, la barrique, on a commencé à le faire il y a peu de temps. Je relativise, à peu près il y a 5-6 ans. Pardon. Avant, on faisait que le pinot noir traditionnel, donc quelque chose d'assez léger, beaucoup sur les fruits. Là, on a voulu changer et faire quelque chose d'un petit peu plus recherché aussi. Il mériterait presque d'être un tout petit peu carafé, parce que je trouve que quand il s'aère, le nez est moins agressif. Ouais. Ça c'est possible. Ouais, après, tout dépend de comment on l'aime, hein, tout simplement. Après, je trouve qu'il s'aère quand même assez facilement. Assez facilement. Alors, on est sur ces notes de fruits rouges, sur ces notes un petit peu fruits rouges confiturés même. Hein. Ouais. C'est ça se ressent assez facilement. On est sur un aspect aussi un petit peu vanillé, je dirais. Un petit peu vanillé. Après, tu sens que la bouche est beaucoup plus puissante. Hein. Tu sais que ce vin, il a du caractère. Hein. Que le vin, voilà, quand il s'exprime bien. Il y a ces fruits rouges qui ressortent encore, qu'on avait au nez. Il y a les fruits rouges qui se ressortent. T'as cet aspect confit qui reste en bouche. C'est voluptueux en bouche. Ça emplit bien la bouche. C'est vraiment agréable. Ouais, quoi. Agréable. Et ça, pour moi, je conseille ça. Avec une viande rouge déjà un petit peu maturée, par exemple au frigo et tout, une côte de bœuf au barbecue, ça, je te dis, c'est incroyable.
C'est incroyablement bon. On va se remettre à table finalement. Et c'est super bon. Voilà, une côte de bœuf un peu maturée. Le magret de canard, là, comme j'ai dit avant, ça marche aussi très bien. Sur les fromages forts, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut pas non plus que le fromage cache le vin. C'est pas ce qu'on recherche. Un petit peu fort comme ça, c'est vraiment très bon. Et après, comme j'ai dit avant, c'est le vin, on l'aime quand on veut. Comme on dit. Parce que j'aurais presque tendance à dire que là, maintenant, par exemple, là, on est en extérieur, il fait bon, il fait bon. Là, on a ouvert une bouteille, on pourrait presque la finir, parce que franchement, ça passe très bien. On éteint les caméras et puis on finit la bouteille. Et non, puis c'est très facile à boire, malgré qu'il soit passé en barrique, ça reste quand même. Non, c'est bien. Et alors, le meilleur vin, c'est toujours le vin qu'on partage. C'est pas forcément le plus cher, c'est pas forcément le meilleur du monde. Non, c'est le vin qu'on partage le plus important. On a parlé de l'outil de production que vous avez ici. On a peut-être un peu moins parlé de la vigne. Vous avez quelle surface et surtout, où est-ce que vous êtes situé? Parce que alors, on a 10 hectares de vignes en tout. Donc on produit entre 55 et 65 000 bouteilles par an. On est à peu près dans une moyenne de 55 hectolitres hectares. Et on est situé sur le vignoble de la Harte de Colmar, donc à la plaine, au nord-ouest de Colmar. Pourquoi on est dans la Harte? Tout simplement parce que mon grand-père a acheté ses premières vignes là-bas. Et quand mon père était là, on a tout simplement investi autre part que dans les vignes. Donc là maintenant, notre objectif maintenant avec mon frère et moi, c'est vraiment de créer. D'agrandir le domaine, donc pas forcément au niveau de la superficie, parce qu'on a déjà bien agrandi avec le nouveau caveau, avec la nouvelle cave, tout ça. Maintenant, on aimerait améliorer au niveau des parcellaires. Donc, on veut rester dans la Harte, parce que voilà, c'est là où on fait nos vins. Souvent, la Harte est critiquée. Alors moi, je comprends pas pourquoi, parce que ok, on n'est pas dans les coteaux, on n'est pas en grand cru Hengst ou des choses comme ça, mais on fait des vins, voilà, qui tiennent la route, qui sont sympas et qui ont notre personnalité. Tout à fait. Et donc on est dans la Harte pour 10 hectares et puis voilà, on a comme objectif de s'agrandir et de se diversifier au niveau des sols, des climats. Voilà. Après, on est aussi, donc je l'ai pas mentionné avant, mais on est en conversion biologique depuis l'année dernière. Enfin, le millésime 2018 a été le premier millésime totalement en bio. Donc, on fait pas seulement une partie, on fait tout, les 10 hectares. Donc maintenant, bon, ça fait déjà quelques années qu'on teste, voilà, qu'on met plus de désherbants dans les vignes, qu'on passe tout au labour, aux intercepts, aux décavaillonneurs. On fait vraiment tout au labour. On laisse un rang enherbé puis un rang labouré. On laboure le cavaillon pour vraiment que ce soit propre et pas utiliser de chimie, quoi. Nous on avait déjà cette optique-là déjà depuis un certain nombre d'années, mais on n'a jamais eu l'envie en fait de montrer, d'avoir le label agriculture biologique, parce que pour nous c'était pas primordial. Nos vins, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'on a envie de produire. Alors maintenant, pourquoi on passe en viticulture biologique? Tout simplement parce que on a envie que nos vins soient montrés comme quelque chose de biologique, et on a aussi envie de montrer que il faut faire gaffe, la terre commence à se mourir, on est tous au courant, on a beau se voiler la face, maintenant c'est terminé, il faut avancer. Donc à taille humaine, on travaille, alors il faut qu'on fasse quelque chose pour aider. Et tout simplement, si on peut aider à plus mettre de désherbants dans les sols, à plus mettre de systémique pour traiter, mettre que du contact, voilà. Maintenant, on le fait et on est très fiers maintenant de ça. Bon, en tout cas, merci pour cette découverte. On va éteindre les caméras et finir cette bouteille. Ah, mais avec plaisir. Allez, santé à toi. Santé.